L'avantage simplement de ce grand nez, c'est qu'il est à peu près droit. Comme je vais me faire incinérer, c'est déjà prévu, j'en ai plus rien à foutre, hein. Et je tombe sur De Funès qui est en train de parler avec les comédiens. Il a séduit, on va dire ça comme ça, toutes ces jeunes premières, sauf une. Deux. Quand on m'a dit que c'était Christopher Lee qui voulait bien, alors tu sais pourquoi il voulait bien. Et ben, depuis ce jour, je n'ai plus jamais tourné avec Truffaut. Mais Poutine fait comme Hitler. Sa vieille comédienne, c'est ma mère. Boum, la fin de ma carrière chez Georges Lautner. Non, j'ai pas vu le temps passer. Ça s'est très bien passé et au contraire, nous espérons que le public aura autant de plaisir à voir ce film. Que nous avons eu à le tourner. Merci de m'accueillir chez toi, Bernard. Là, Ouais. on est quelque part dans le 15e arrondissement de Paris. Mais on dira pas où, hein. Non, on dit pas Ouais, où. d'accord. Mais on sait que tu as cette sublime vue sur la Tour Eiffel. Je n'ai pas fait trop exprès parce que comme cet appartement, je l'avais acheté sur pied, enfin en construction, j'ai découvert la vue une fois que tout était terminé. Alors, voilà comment ça va se dérouler notre stream. Donc, j'ai une dizaine d'extraits de ta carrière, évidemment pas tous, autour desquels on va bavarder. J'ai une autre dizaine de photos, extraits de ton livre. Et encore, je ne vous dis pas tout. Voilà, qui est là. Qui est vrai d'ailleurs. C'est un livre qui est sorti il y a une dizaine d'années. Quelques-unes de ces photos, je te le dis tout de suite, vont prendre vie. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de photos porno, il n'y a rien. Ben, c'est ton livre, alors je ne sais pas ce que tu as mis dedans. Peut-être dans le troisième tome. Si, il y a une photo où je suis à poil. Et oui, avec un slip kangourou magnifique. C'était quelle pièce? C'est le film Le Chaud Lapin. Ah oui, j'oubliais, il y a aussi un quiz. Un quiz 4 questions pendant ce stream autour de... pas seulement de ta carrière, mais des gens que tu as pu rencontrer. Alors, on va commencer par ça, le livre. Il raconte ma vie à partir de ma naissance, quasiment, quand j'étais tout petit. Et on était 4 frères. Parce que tu es né tout petit. Ouais, c'est très bizarre. Je suis né j'avais 0 jour. Non, mais on était 4 frères et j'étais le seul qui était un très timide, très introverti et très musicien aussi dans l'âme. On le voit derrière, c'est ton piano, parce qu'on on est vraiment chez toi. Ah oui. Dans ce bouquin, on trouve un certain nombre de photos, et c'est toi qui les as choisies. Il y a celle-là. Ça, tu vois, on a commencé à avoir des gens qui nous... Ah, d'accord. Qui te saluent, qui nous saluent depuis Facebook, là. Voilà, avec bonjour, respect aussi. Alors donc, déjà, là, on le voit pas, tu te poses de face, mais déjà, très vite, il y avait ce nez, ce fameux nez. Non, l'avantage simplement de ce grand nez, c'est qu'il est à peu près droit. Donc il n'est pas désagréable. Les hommes qui ont des grands nez ont d'assez bonne réputation. Hein. Oui. Sur le plan intime. On a compris. Bon, d'accord. Alors, là, par exemple, est-ce que... Papa-maman. Oui, et c'est où, là? On est où? La Garenne-Colombe. Ça, c'est la première habitation que j'ai connue. Parce que c'est là qu'ils ont habité dès la sortie de la guerre. Moi, je suis né en 1944, donc à la sortie de la guerre, et on a habité ici, là, très très vite. Et puis après, on a été en banlieue à Asnières. Est-ce que tu as encore des images en mouvement de tes parents là? Alors, j'en ai... Non. Ah, c'est de l'intelligence artificielle, alors. C'est fort, j'y croirais. Comment est-ce que tu vois cette évolution? Je pense que l'intelligence artificielle ne remplacera pas le live, le direct sur une scène de théâtre. Le plaisir de voir des acteurs en chair et en os s'exprimer dans des personnages, dans des situations souvent ou drôles pour ce qui me concerne, c'est difficilement remplaçable. Alors là, Bernard, ça va être ma première question quiz. À ton avis, de quelle nationalité est ou sera le premier film entièrement réalisé en intelligence artificielle? Voilà, le chrono est parti. Évidemment, on a plutôt envie de dire les Américains, parce qu'ils sont toujours un petit peu en avance sur la technologie, mais les Français sont pas mal non plus, parce que
dans le monde du cinéma, le français se défend très très bien, pour une simple raison, c'est qu'on a encore ce système de comment j'allais dire, de la taxe pour le cinéma sur tous les billets, qui permet de faciliter la production française. Oui, pas forcément toujours de financer des films de jeunes auteurs. Alors, le spectacle vivant, ça veut bien dire que l'intelligence artificielle n'a rien à y faire. Longue vie au théâtre. Merci. Très bien. Alors, tu n'as pas répondu à ma question parce que la réponse est fausse. C'est pas du tout américain. On aurait pu imaginer, mais ça n'est pas japonais. Ça n'est pas non plus japonais. Chinois non plus. T'as encore 10 secondes. Ben, français. Non, c'est pas français, bon, je te l'ai dit. Non, c'est pas français. Bon, je donne ma langue au chat. Alors, attends, t'as encore 10 secondes. 10 secondes, il y a un pays qui est un des plus grands pays producteurs. Le plus grand pays producteur de cinéma au monde, c'est pas la Russie. Mais c'est l'Inde. Ah oui, l'Inde, bien sûr. Eh ben, c'est le premier film long métrage présenté en étant entièrement réalisé avec l'intelligence artificielle. S'appelle Maharaja in Denims. Ah, il est déjà tourné. Il est tourné, c'est une production indienne. C'est encore en cours de finalisation parce que je pense que ça doit être un peu compliqué. C'est une sortie prévue en cette année, 2025, on ne sait pas encore. Film conçu sans acteurs, sans studio, sans décor physique. Pas de caméra, toutes les images, les plans, la musique, les décors et les dialogues sont générés par l'intelligence artificielle, sauf, et c'est peut-être un peu rassurant, sauf le scénario, qui lui a été écrit par un humain. C'est quand même fou, non? Comment tu vois cette évolution? Quand tu vois ça, est-ce que tu penses... je me déplacerai pas, hein. Mais ça va être un phénomène, je pense. Oui, peut-être qu'on le verra à la télé. Alors peut-être que je le regarderai par curiosité à la télé, mais c'est tout. Là, qui est-ce? Là, en chapeau, c'est moi. Hein. Je suis dans une colonie de vacances, je suis un des moniteurs de la colonie, et on avait organisé un jeu où les moniteurs se baladaient dans la ville, et c'était à Audierne, en Bretagne, et les colons étaient lâchés dans la ville pour essayer de retrouver les moniteurs, et ils avaient des points quand ils les retrouvaient. Et là, je suis au bras de la cuisinière, qui était une image formidable parce que c'était un personnage central de cette colonie de vacances. Eh bien, regarde, puisque c'est incroyable, artificiel, regarde. Ah oui, ça c'est incroyable. Voilà. Et alors que ce n'est qu'une photo au départ. Intéressant de développer sur l'IA dans le cinéma. Oui. Il y a des gens que ça intéresse de... Ah oui, non, mais c'est sûr que ça va être intéressant aussi. Après, imagine qu'après ta mort, on va peut-être pouvoir te faire jouer. Tu vas jouer éternellement. Qu'est-ce que ça... Alors, très honnêtement, comme je vais me faire incinérer, c'est déjà prévu, je vais retomber donc en poussière. Et j'en ai plus rien à foutre. Hein. Donc, tu as déjà prévu tout ce qui allait se passer après, parce que t'en sais rien? Enfin, si, tu as déjà une idée? De quoi après? Alors, il y a où on fait le pari de Pascal, qui dit moi, je préfère croire, on ne sait jamais s'il y a le paradis, je préfère croire que de ne pas y croire et avoir un espoir d'y aller. Mais vu le nombre d'âmes, d'êtres qui ont, depuis Adam et Ève, on les a appelés comme ça, hein, qui sont passés sur Terre, s'il y a une métampsychose, ou si on vit cette vie comme d'autres le disent, peut-être qu'il y a un petit espoir d'être... Mais moi, personnellement... Tu penses que c'est un peu embouteillé vu le nombre de personnes? C'est un peu embouteillé, exactement. Bon, on continue avec cette exploration du temps de ton bouquin. Oui. Alors là, qui sont ces... C'est mes frères. On est 4 frères. Alors, on est 4 avec... Famille nombreuse. Ah oui, ça s'est arrêté là. On est 4 frères très proches, d'ailleurs, ça va de... L'aîné était né en 41, le deuxième en 42, moi en 44 et le dernier en 47. Et on a tous un slip du même acabit, ce qu'on appelle, je crois, les slips petits bateaux. Mais alors, où je suis? Je pense que tu es à droite. Ouais, c'est le dernier à droite. Est-ce que vous étiez complices? Mes frères ne comprenaient pas trop, mais qu'est-ce qu'il y a? De beaux abdos, on nous dit. Ah oui,
je suis pas moche, mais je suis ni beau ni laid. Je disais souvent ça. Mais Tu le dis dans ton livre d'ailleurs. ouais. Ce qui te permet de jouer pléthore de rôles. C'est vrai que ça donne un large éventail de possibilités. Donc vous étiez plutôt liés. Alors, ce qui est vrai, c'est on s'entendait plutôt bien, et surtout, mes frères qui étaient très matheux, ils ont fait des études supérieures, moi aussi d'ailleurs, mais eux beaucoup plus peut-être. Et surtout, quand j'ai commencé à vivre de ça, ils ont été plutôt des soutiens. Ils ont été admiratifs. Ils n'imaginaient pas qu'on pouvait vivre de cet art. Et ça t'a aidé d'avoir ce soutien, tes parents aussi? Parce que il y a mon père. Je vais faire comédien, c'était. Ouais, mon père était postier. Hein, il a fait toute sa carrière à la poste, même comme son père à lui, comme mon grand-père. En Bretagne d'ailleurs. En Bretagne, à Saint-Paul-de-Léon. Et d'ailleurs, ils sont là-bas, les deux, mes parents. Eux, ils n'ont pas été incinérés, ils ont été enterrés. Et mon père rêvait que l'un de nous, et pensait à moi beaucoup, pour poursuivre une carrière au PTT, parce qu'à l'époque on appelait ça PTT, petit travail tranquille. Mais j'ai eu le soutien de ma mère et de mes frères. Oh là là. Ah oui, et puis on bouge et tout. Oh là là. Dans les vagues. C'est incroyable ça. Ça c'était incroyable. Je vais montrer ça à mes frères et je vais te dire, ils vont être sur le cul. Et qu'est-ce que ça te fait? Parce que je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire plaisir ou quelque chose... Ah non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, je veux dire, j'ai vraiment l'impression que ça aurait pu être filmé et qu'on aurait pu faire ça. Ouais. Alors là... c'était des concours de théâtre, des concours de sable qu'on faisait quand on était enfant sur la plage. T'es pas un peu grand pour mais il y avait plusieurs catégories. Il y avait des concours pour les 7-8 ans, 9-10 ans, 12 ans. Et je faisais 15 ou 20 kilomètres. On était à Biarritz et j'ai été à Bidart pour faire le concours. Bidart, à 15-20 kilomètres de Biarritz. Et je gagne, j'y vais à pied. Je gagne le concours, j'ai le premier prix et je repars à pied à Biarritz pour dire à mes parents et à mes frères, j'ai gagné le premier prix. Alors, c'était au bord de la mer, oui. Bien sûr. Alors regarde, on te voit jouer. Ah, voilà, t'amuses avec tes petits cailloux. Ah oui, c'était exactement ça. Hein. Voilà, alors, après Ménez à la plage, il y a eu quand même quelques années et Ménez finalement a trouvé sa voie qui était la comédie. Pour résumer, j'ai joué ma première pièce de théâtre en 1967. J'ai rencontré Jacques Rosier l'année suivante. Et Jacques Rosier m'a engagé pour mon premier film en 69. La photo qu'on peut voir, elle est extraite du côté d'Orouette, de Jacques Rosier. Voilà. Mon tout premier film. Et en face de moi, c'est Françoise Guégan, qui était comédienne dans le film, mais qui était surtout une costumière dans le milieu du cinéma. Première pièce de théâtre. Voilà, en 67, c'était 2 ans plus tôt. Et ça s'appelait, alors ça c'est drôle, ça s'appelait Petit Malcolm contre les eunuques. Dans les 5 personnages, j'étais le seul, j'étais le naïf, l'étudiant qui ne voulait pas faire la révolution comme les autres. Et en fait, c'était le rôle le plus comique. Alors ça, c'est intéressant, ce personnage lunaire, parce que tu es un personnage lunaire, et ceux qui ne te connaissent pas pensent que c'est un rôle de composition, mais tu es vraiment comme ça. Oui, il paraît. Ouais, il paraît. Bon, écoute, on va... Non, mais c'est plutôt une qualité, je trouve. Oui, parce que... On te voit très peu, on te voit mal t'énerver, être fâché, être agressif. Non, mais je suis aussi un spécialiste de la maladresse. Oui, mais vraiment. Ah oui. J'ai fait des grandes maladresses dans ma vie, qui parfois m'ont servi, qui parfois m'ont desservi. Et les rôles, justement, qui vont de pair, parce que beaucoup de rôles qu'on t'a donnés, d'ailleurs, je pense que dans l'inconscient collectif, t'es un personnage entre Bourvil, Gaston Lagaffe, peut-être un peu Pierre Richard. Moi, je dis plus Bourvil. Hein. Bourvil, je dois dire, c'est un peu mon modèle, mais c'est pas que c'est un modèle pour les gens. Les gens pensent que... C'est ce que me disait Galabru quand j'ai tourné la première fois avec lui. On se retrouve à discuter. Il me dit « Oh là là, toi, je crois que tu es le nouveau Bourvil. » Enfin, j'arrive pas à l'imiter, mais pour lui, dans sa tête, c'était ça. Et toi, le fait que finalement on te donne ces rôles, beaucoup et très souvent, que tu as même, on verra un extrait de Jolie Poupée, la chanson Le Tube, que tu as
aussi accentué, toi, tu as joué de ça. Non, pas accentué, mais simplement quand j'avais des rôles qui se rapprochaient de cette maladresse ou de cette timidité ou de cette introvertie, je n'avais qu'à essayer d'être naturel pour que ce soit très crédible. Photo suivante, ça va nous permettre de parler d'un ami et de tes potes de Charlie Hebdo. Ah oui, c'est toute la bande de Charlie Hebdo, pour moi, étaient des grands potes parce que j'ai créé une pièce de théâtre, et là c'est du théâtre, qui s'appelait Le Roi des cons, d'après les dessins et les textes de Wolinski, et au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Et à cette époque-là, j'ai commencé à être ami avec toute la bande de Charlie Hebdo et de Harakiri. J'allais même dans les locaux où ils bouclaient leur journal. J'étais très ami avec Rézère, Cabu, Wolinski, le professeur Choron, etc. Et quand j'ai appris cet attentat de Charlie Hebdo, qui pour moi n'est pas un attentat mais un massacre de la liberté d'expression, ça a été pour moi intellectuellement parlant le plus gros massacre qu'on a fait en France. Évidemment, le Bataclan c'est plus gros sur le plan du nombre, etc., humainement parlant, mais là vous aviez des génies. C'était que des génies, hein. Rézère, Wolinski, Cabu. Et donc ça, c'est un dessin de Cabu et il est Cabu quand on lui a demandé si ça lui disait de nous faire part de mariage pour la réception et tout. Il a dit oui tout de suite, et il a dit à ma femme qu'autant il n'avait pas de mal à me caricaturer, autant il avait du mal avec elle. Oh, c'est pas si mal que ça. Et il est venu d'ailleurs avec sa femme et sa fille. Il avait une fille superbe, très très belle fille. Et ce mariage-là, on voit Maribel, elle aime pas trop, elle aime pas se montrer. D'ailleurs, elle a toujours été très discrète parce que il faut dire que vous êtes un exemple dans le métier. Parce que tu as rencontré ta femme et c'est la seule. Je l'ai rencontrée sur un film dont le titre est assez évocateur, c'est Le Chaud Lapin. On était descendu dans un hôtel pour l'été, où elle travaillait, en extra, comme beaucoup d'Espagnols qui venaient pendant l'été en France. Et je voyais cette petite jeune fille qui s'ennuyait un peu, et je lui ai proposé de se joindre à nous quand le soir on sortait ensemble avec l'équipe et tout. Et puis voilà, je me suis fait avoir et c'est fait. On s'est mariés une première fois en Espagne, parce qu'il fallait faire ça avec toute la famille espagnole. Oui, parce que Maribel est de Valencia. Donc on a tout fait ça là-bas. Il a fallu toujours garder ce charmant petit accent, et on n'arrive pas à croire que tu viens pas de la rencontrer. Oui, non, elle n'a jamais réussi à le perdre, surtout. Et on s'est mariés, bien sûr, à la mairie du 15e arrondissement, à Paris, et on a fait la réception dans la propriété de Vladimir Kosma, qui nous l'a très gentiment prêté à l'époque, à Garches. Il avait une très belle propriété, et là, on a fait défiler beaucoup de gens du métier. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Mais je te voyais plus discret, non? Non, mais c'était quand même assez discret, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de presse. Et vous êtes toujours ensemble, vous avez 3 enfants. Enfin, je crois une famille unie. Oui, enfin, il y a des hauts et des bas, mais enfin, il y a 3 enfants et 3 petits-enfants. Voilà. Alors, on continue les photos. Oui. C'est le projet du long que je t'ai proposé. Oui. Pour le moment, c'est un peu à l'arrêt, mais non, c'est pas à l'arrêt. Ça demande de l'argent. Donc peut-être qu'on peut le faire. Ah oui. Financement. Oui. Tout est fait. J'ai encore l'âge de le faire, ça peut se faire. Il est écrit, il est scénarisé, il est dialogué, voilà. Le dossier est prêt, donc à votre bon cœur, monsieur, dame. Voilà, on attend juste le financement. On va passer maintenant, alors là, on a fini Mila. Oui, alors là, je voulais quand même t'entendre parler de Mila, parce que Mila, c'est une jeune fille dont on a beaucoup entendu parler. Il y a l'affaire Mila. C'est une jeune fille dont on dit qu'elle est sulfureuse parce qu'elle s'est défendue sur des attaques, on va dire, assez... homophobe, puisqu'elle a parlé de son homosexualité, attaquée par des intégristes. Oui, et ça surtout, c'est des gens... Intégristes, c'est vraiment le mot, c'est terrible, des gens qui
qui n'ont pas l'esprit ouvert et qui voudraient qu'on vive comme ils veulent eux. Or, c'est quand des gens viennent en France, qu'on accueille à bras ouverts, c'est à eux de vouloir bien vivre comme nous. C'est pas très compliqué. On n'est pas exigeant. Hein. Il faut. Bon. Et ce qui était formidable, c'est que Mila, moi, elle m'avait ébloui sur les réseaux sociaux parce que en dehors des propos, il y a beaucoup de choses artistiques sur ses comptes Instagram et autres. Et j'étais sûr que c'était une actrice d'instinct. Oui, c'est ça. Oui, elle était très bien, hein, instinctivement. Et effectivement, toi, tu étais d'accord sur la proposition de jouer avec quelqu'un qui n'avait jamais joué, en tout cas, la comédie. Mais attends, oui, autant au théâtre, apprendre à jouer parce que il y a une technique importante, autant au cinéma, on a souvent vu des acteurs qui n'avaient jamais rien fait au cinéma, qui ont été pris comme ça d'instinct et qui ont fait une carrière ensuite parce qu'ils étaient très bons. Donc, tu te retrouves, jeune comédien, face au roi de la comédie, Louis de Funès. On va regarder cet extrait. C'est un grand texte, c'est L'avare de Molière. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment que dis-tu? Ce que je dis? Oui. Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et de qui veux-tu parler? Des avaricieux? Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Hein. Mais qu'est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. J'avais beaucoup joué des extraits de tout de Molière, etc. Et quand j'ai appris que Louis de Funès allait faire l'avare, j'ai appris un peu après, 1 an avant, et je me suis dit, oh là là, il me connaît peut-être, parce que j'avais fait déjà une 40aine de films. J'avais envie de lui faire savoir que... À ce moment-là, tu avais fait une 40aine de films. Ah oui, en 82, oui. Ça date de 82. Oui, peut-être... Attends, que c'était plus ancien. J'ai commencé en... Ah non, c'est en 82. Je me suis payé le culot 1 an plus tôt d'aller le voir sur le tournage du film précédent. Le film précédent, c'était peut-être La soupe aux choux, je sais pas quoi, ou les extraterrestres. Et toujours est-il que j'arrive au studio de Boulogne-Billancourt où il tournait. On me laisse passer parce qu'on me connaissait par le cinéma, justement. Et on me laisse aller jusqu'à la loge et je tombe sur De Funès qui est en train de parler avec les comédiens. Et je lui dis « Bonjour, monsieur De Funès, je m'excuse de vous demander pardon, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous me connaissez. Si vous me connaissez, je m'appelle Bernard Ménez. » Et il m'arrête tout de suite. « Si, je vous connais très bien. » Ah, bon, c'est bien. Et je lui dis « Je ne sais pas. Je sais que vous allez tourner l'avare dans 1 an. Je ne sais pas si vous avez encore choisi tous vos comédiens et tout, mais je voulais simplement que vous sachiez que si vous n'avez pas encore donné le rôle de La Flèche à quelqu'un, j'aurais beaucoup aimé le faire. Et je m'apprête à partir. Il m'arrête, il me prend le bras, il me dit « écoutez, c'est fait. Vous allez voir le producteur, Christian Fechner, vous lui direz que c'est vous. » Et terminé. Comme quoi, il faut avoir du culot quand on... non, je crois... ça a marché. Ça a marché, mais... Je me rendais pas compte qu'en fait il me connaissait vraiment bien parce qu'il avait vu tous les films de Pascal Thomas. Oui, mais est-ce qu'il t'aurait appelé ou il t'aurait demandé? Il n'y aurait pas pensé, oui. Il n'aurait peut-être pas pensé, oui. Donc pour tous les jeunes comédiens qui nous regardent, si on te croise ou qu'on croise n'importe qui avec qui on évite de travailler, vaut mieux aller le dire. Vaut mieux y aller. On n'est pas obligé de coucher, hein. Vaut mieux y aller. Oui, surtout aujourd'hui parce que on voit que ça ne sert plus à rien. Mais est-ce que tu sais avec qui il a joué parce qu'il a été connu De Funès, il a été vraiment célèbre à partir de 40 ans. Avant, il a fait... Alors moi, il m'a expliqué que quand il a fait ses tout premières apparitions au cinéma, il avait 3 mots à dire, genre passe-moi le sel ou je sais pas quoi, ou la porte Madame est servie. Et régulièrement, il proposait un plus au réalisateur qui évidemment faisait rire tout le monde parce qu'il était très fort. Oui. Alors, souvent, le réalisateur dit « Ah, mais ça, on va peut-être le garder, on va voir. » Et au montage, c'était gardé. Alors, petit à petit, ces petits rôles devenaient des seconds rôles.
Et on s'est aperçu après que les gens, quand ils voyaient que De Funès faisait partie de la distribution, surtout dans un second rôle, hop, les gens venaient. Il a exercé de nombreux métiers avant de devenir célèbre. Il y a eu pianiste de jazz autodidacte. Oui. Il y a 1 minute 30 pour que tu trouves. Il jouait à l'oreille, sans partition. Il a même partagé son clavier avec un futur grand producteur de musique. Est-ce qu'il t'a dit peut-être de qui il s'agissait? Est-ce que tu sais de qui il s'agissait? C'est pas Sard, non? Non, grand producteur, pas compositeur. Oui, mais il était producteur, Alain Sard. Oui, il était producteur, mais pas de musique de film. Oui. Avec son frère. Oui, c'est son frère qui était surtout musicien. Et quelqu'un de très célèbre que tu as dû connaître, mais il n'était pas encore connu à ce moment-là. Ils ont joué ensemble. Et de les voir les deux ensemble, ça Pas Salvador. Non. Il n'était pas producteur. Non. Voilà. Alors, je peux t'aider puisqu'il reste un peu de temps. C'est la personne qui a découvert Jacques Brel. Ah, j'ai connu Jacques Brel, moi. J'ai chanté devant Jacques Brel, j'ai fait une audition devant Jacques Brel. Oui, pour L'Homme de la Mancha. Et c'était le producteur de L'Homme de la Mancha. Alors qui était ce producteur? Non, mais on est dans cette famille, on va dire, mais plus grand. Oui, maintenant que tu me le dis, qui a produit Brel dans ses grands moments Qui a découvert Brel? Eh ben, c'est terminé, c'était Eddie Barclay. Ah, c'est Barclay, d'accord. Imagine, je sais pas. J'ai connu Eddie Barclay, mais Barclay n'a pas pris Jolie Poupée. Non. Non, mais il aurait pu. Ah, et tu lui as proposé? Ah, c'est pas moi. Ça lui a été fait écouter, oui, certainement. Mais c'était, voilà, imaginez Louis de Funès en train de jouer au piano avec Eddie Barclay. Ouais. C'est assez improbable. On aurait pu demander à l'intelligence artificielle de le faire. J'aurais aimé voir ce que ça pouvait donner. Allez, c'est parti. Attention, parce que vous allez reconnaître cet acteur immense. Bien sûr, toi, mais avec toi. Il peut l'essayer. Ah. Je vous demande pardon. Je vous demande si mon fils peut l'essayer. Voilà. Très confortable. Ah oui, capitonné et tout. Ouais. Évidemment, la porte, c'est pas mal. Hein. S'il te plaît, tu le prends. Rien ne peut être trop beau pour des retrouvailles, n'est-ce pas? Quelque chose te gêne? C'est là, au bout. Oui, j'ai les pieds qui touchent. Oui, c'est ça. Enfin, c'est peut-être pas grave quand on est mort. Vous n'auriez pas la taille au-dessus? C'est Christopher Lee. C'est Dracula. C'est lui qui a incarné le plus souvent Dracula dans des films de troisième zone à l'époque, mais qui sont devenus mythiques aujourd'hui. Des films, on va dire, sérieux. Il était le magicien blanc Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Il était le père de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Il était Scaramanga. Alors Scaramanga, c'est l'homme au pistolet d'or, celui qui avait 3 tétons dans James Bond, le méchant de James Bond. Et un film, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de Wickerman. Et puis, il a aussi joué. Il a joué dans Star Wars. Quand même, Seigneur des Anneaux, Star Wars. Il a joué le comte Dooku dans Star Wars 3, La Revanche des Sith. Et puis, il a joué Dracula, père et fils, avec Bernard Minet. Oui, mais ça, c'est parce que la Gaumont m'a donné le livre Paris Vampire de Claude Klotz à lire, et il me disait on voudrait en faire un film, est-ce que ça vous intéresse, le rôle principal, le jeune, du jeune? J'ai dit oui tout de suite, bien sûr, en me disant j'espère que le rôle de mon père ne va pas être un rôle d'un comique comme Jean Lefebvre ou d'autres. Mais quand on m'a dit que c'était Christopher Lee qui voulait bien, alors tu sais pourquoi il voulait bien? Parce qu'il ne voulait plus du tout tourner de Dracula. La Gaumont lui a vendu comme un film style Le Bal des Vampires, donc un style humoristique de Dracula. Dans le film, le scénario prévoyait qu'il partait en poussière quand Marilyn Bria ouvrait la fenêtre ou les rideaux. Ce qui est le cas. Et c'est le cas, et ce qui fait que c'était sa façon à lui de quitter le rôle de Dracula. Papa. C'était vrai?
Alors c'est un électron libre ce film. Alors c'est un film d'Edouard Molinaro. Alors je vais se dire c'est peut-être pas son meilleur. Ah, moi, je dirais que c'est un de ses meilleurs. Et puis dans ce film, alors qu'on peut voir parce qu'on le trouve, il était masterisé, remasterisé, on le trouve sur les réseaux et sur les plateformes. On croit Jean-Claude Dauphin. Ah oui, Quand bien même. sûr, oui. Gérard Jugnot. Ah ben c'était l'époque, il n'était pas encore connu, donc il faisait des petits rôles. I understand you. I'm not an idiot after all. No. It's only that I don't know what's happened with me. Oh, Bernardo. Ah oui. C'est François Truffaut. Ah, c'est Valentina Cortez qui est complètement bourrée et qui m'embrasse quasiment. On le voit. Alors j'ai une grande anecdote dans ce film, c'est que pendant le tournage, François Truffaut a voulu nous projeter à l'équipe artistique et à l'équipe technique, nous faire une projection privée de son film précédent qui était L'Enfant Sauvage, oui. Où il faisait un précepteur. L'enfant était le petit-neveu de Manitas de Platas. Exactement, et quand c'est Jean-Pierre Cargol que je connais bien, que j'embrasse, et qui continue à faire de la guitare avec. Il a joué avec les Gypsy Kings. D'ailleurs. Ah oui, ils me connaissent bien, Gypsy Kings. Il faisait l'enfant sauvage, un enfant qui ne parle pas. Voilà, et donc François Truffaut jouait lui-même le rôle du précepteur tout en étant le réalisateur. Et quand on est sorti de la projection, je fais le compliment d'usage en disant c'est vraiment intéressant, quel bon film et tout. Et ma grande maladresse, c'est mais pourquoi vous n'avez pas pris un véritable acteur pour jouer le rôle du précepteur? Et là, j'ai senti que je l'avais blessé. Oui, parce que souvent, on lui posait. Enfin, les gens pensaient que. Et j'étais pas le seul. Il n'était pas un excellent acteur. Ben non, effet. moi je trouve. Et moi, et surtout, j'ai beaucoup pensé à ce moment-là, mais pourquoi il n'a pas donné ce rôle à Charles Denner? Charles Denner aurait été extraordinaire dans ce rôle. Qu'il avait engagé dans l'homme qui aimait les femmes. Qui aimait les femmes, juste. Et ben, depuis ce jour, je n'ai plus jamais tourné avec Truffaut. Ah, c'est la question que je te posais parce qu'il est assez fidèle avec ses acteurs. À cause de ça, je pense. On va revoir un autre extrait parce que c'est pas rien, c'est un film qui a gagné des Oscars. Un Oscar à Amérique, et puis à Cannes, il était il n'était pas en compétition, il était en ouverture. Oui, et puis les Césars, il en a gagné une oui, et puis moi, c'était ma première fois que j'ai été à Cannes. Il a eu la gentillesse de nous inviter les seconds rôles aussi. Allons-y, Bernard, envoyez le chat. Regarde bien ça. Oui. Bernard, fais-le venir enfin. Ah. Oh, bordel. On coupe, Bon, on coupe. cut, on va refaire. Tu vas y aller à un prochain coup, sinon tu vas voir. Allons-y, Walter, sur le chat. Voilà. Bernard, le chat. Avance. Ah. Merde, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas, il devrait y aller, il a pas bouffé depuis 3 jours, écoute. C'est une scène assez culte c'est par rapport à Drôle de drame. Non, alors justement, ça va être la 3e question de mon quiz. Ah, merde. Bernard. Ouais. Qui va porter sur cette célèbre scène du petit chat qui refuse de boire du lait. Ah non, c'est Hôtel du Nord. Quelle est... Ah, c'est bien, on n'est toujours pas juste. Quelle est l'origine de cette scène? Pourquoi Truffaut l'a mise dans la nuit américaine? Je vais envoyer le chrono tout de suite et tu peux me poser des questions. T'as 1 minute 15. Jean-Pierre Aumont est dans la nuit américaine. Oui, c'est lui qui joue l'acteur vieillissant. Voilà. Il a tourné avec Louis Jouvet. Ou avec, peut-être, mais c'est pas ça la réponse. Le laitier dans... c'est un rapport par rapport à la scène du laitier. Non. Non, mais tu peux poser des questions, on n'est pas loin. Ça n'a rien à voir avec le lait, le chat et le lait. Oui, bien sûr, mais ça a rapport aussi avec le cinéma, bien sûr. Oui, et il me semblait que c'était dû à une scène où il y avait Michel Simon. Non. S'il l'a pris, si c'est Truffaut et que Truffaut aime bien ce qu'il fait, forcément, c'est pas le film de quelqu'un d'autre. Je sais plus. Non. Allez, trouve. Essaie de trouver. Donc. Non, mais pour moi, j'étais sûr que c'était d'après ou Hôtel du Nord ou le. Non, parce qu'Hôtel du Nord, il n'y a pas de petit chat qui. Non, mais c'est le laitier. Jean-Pierre Aumont est le laitier et celui qui pose le lait devant la maison. Oui.
J'entends bien, mais là, Jean-Pierre Aumont, il a rien à voir avec l'histoire. C'est qui vient chercher Jacqueline Bisset, qui vient chercher le... Oui. Parce qu'en fait, cet imprévu que tu as joué, c'est vraiment passé sur le tournage du film La peau douce de Truffaut, avec notamment Françoise d'Orléac, la sœur de Catherine Deneuve. Oui, bien sûr. Et regarde cette scène parce qu'elle est là. Ce qui précède, c'est ce que tu as joué dans La Nuit américaine. Regarde. Faut que je rentre. Ah oui, en effet. Ah oui, c'est exactement ça. C'est pareil, mais là, le chat arrive vraiment. Mais avant qu'il arrive, il a réellement eu cette mésaventure une demi-heure ou 1 heure avant que le chat y arrive. Ah. Voilà alors là, oui. Mais Françoise d'Orléac a été une compagne de François Truffaut, comme sa sœur, Catherine Deneuve. Ah ben, je crois qu'il a séduit, on va dire ça comme ça, toutes ces jeunes premières, sauf une. 2. Ah, je connais Nathalie Baye, tu la connais? Là, je ne me trompe pas, moi. Elle le dit. Et Isabelle Adjani. Et Isabelle Adjani, l'histoire d'Adélache. Effectivement, voilà, il a essayé. Mais moi, j'ai vu, comme il est mort, on peut le dire maintenant, je ne l'ai pas mis dans mon livre à ce moment-là, mais et je l'ai vu quand même faire tous les efforts pour y arriver avec Jacqueline Bisset. Et il n'était pas du tout avec elle au début du film, et on l'a vu être très très aimable régulièrement pendant le film. Voilà. Beaucoup de choses à dire sur ce film, même si tu t'es pas... C'était un film, il t'a un peu puni, Truffaut. Oui, puis c'était un film sur... Bon, à côté de ça, c'était un film sur le cinéma qui a été très réussi parce qu'il a réussi à s'adresser et aux gens du cinéma et aux gens qui ne connaissaient pas du tout le revers du décor. J'ai une anecdote qui est très simple, c'est que après avoir tourné du côté d'Orwell de Jacques Rosier, j'avais plus rien et je reçois un coup de fil dans mon petit 15 mètres carrés de l'époque. Oh, ici, bonjour, ici Suzanne Schiffman, l'assistante de François Truffaut. Je dis oui, c'est ça, et moi je suis le pape. Elle me dit non, mais François Truffaut devrait vous rencontrer parce qu'il a vu votre film du côté d'Orwell. Je dis ça m'étonnerait, il n'est pas fini de tourner, il n'est pas sorti, il n'est pas monté. Elle me dit si, mais il a vu des roches. Alors, je dis pourquoi pas. Donc je vais au rendez-vous, les films du Carrosse, rue Robert Estienne, et je vais au rendez-vous en me disant il est en train de faire un casting pour son futur film en voyant différents acteurs et tout. Et bien, au bout de 3 minutes que j'ai parlé avec lui, j'ai compris que j'étais pas en balance, j'étais prévu pour un rôle précis, l'accessoiriste, point barre. Mais ce rôle, il est... c'est un beau rôle. Il est mémorable. C'est un beau rôle. Un beau second rôle, un très beau second rôle. Oui, mais le dernier qui parle dans le film. J'ai personne, j'ai rien. Si, moi je peux, moi. D'accord, attendez. Voilà. Bon, ça va pour toi, le cadre? C'est celui-là. Ben, je crois que c'est l'accessoiriste. Bon, alors, dites-moi. Oui. Ça n'a pas été facile, ce film. Le tournage a été mouvementé. J'ai l'impression que ça n'a pas dû être rose tous les jours. Pas du tout. Ça s'est très bien je passé. m'adresse aux spectateurs. Et j'espère que vous avez trouvé autant de plaisir à voir ce film que nous avons eu à le tourner. Alors, peut-être qu'il m'en voulait d'avoir... mais il ne l'a pas coupé, ça. on parlait de Rosier, il faut bien qu'on voit un extrait. Moi, c'est un film que j'ai évidemment adoré parce que je trouve que Rosier, c'est Bruno Dumont avant Bruno Dumont, mais avec du talent. Beaucoup de talent. Ça n'engage que moi. Oui, parce que Dumont n'a pas de talent, c'est difficile à dire, mais non, il était surtout très, très en avance sur son temps. Adieu Philippines était un précurseur de la nouvelle vague. C'était le film que personne n'a vu venir. Sais-tu bien comment il m'appelle? Voilà. Bon, oui, bah alors. C'est-il pas toi que j'ai laissé un procès-verbal l'autre soir dans le train, mais aussi ma fiancée ici présente? C'est bien possible, mais excusez-moi, mais je vois pas le rapport. Puis de toute façon, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Alors, comme ça, on fait profession d'emmerdeur. On fait profession d'emmerdeur. C'est un acteur formidable. Et alors, ça n'a rien à voir. Moi, je vous demande pardon. Pardon. Oh, il demande pardon. C'est plus la peine de demander pardon. Parce que maintenant, pardon, il est trop tard.
Oh, qu'il est content, Rastel. Qu'est-ce qu'il prend là? Mais tu peux en rigoler. T'es en colère comme Il est ça? Tintin, Rastel. C'est Tintin. Qui c'est Là, vous celui-là? faites un duo incroyable entre ce type qui est censé être un pêcheur un peu premier degré, mais très gentil, Oui, hein, comme on le voit, avec Oui. son accent, oui. et toi qui est un peu perdu, et qui est chef de train, qui est... Son nom, Yves Alfonso. Voilà. Alors, en fait, dans ce film, je faisais duo avec Luis Rego. On était deux Exactement. contrôleurs. Oui. Mais le rôle de Yves Alfonso est très important. Et il a été pendant 2 semaines ou 3 semaines, je crois, sur l'île Dieu, se mélanger avec les pêcheurs pour trouver la façon d'être, le parler, etc. des pêcheurs. C'était impeccable. Ce qu'on voit dans le film, ces gens, on voit des pêcheurs qui sont attablés, c'est des gens, c'est des vrais. C'est des vrais pêcheurs. Pêcheurs. Et qui adorait Yves Alfonso. Et d'ailleurs, quand il y a eu le prix d'interprétation donné au Festival de Vevey, là où Charlie Chaplin a fini ses 20 dernières années, j'ai eu le prix d'interprétation, mais je pense que c'est lui qui le méritait encore plus que moi. C'est un des réalisateurs les plus importants pour toi. Ah ben, pour moi, c'est mon meilleur film. C'est un ami. C'était un ami que j'ai accompagné jusqu'à la mort. Oui. Et pour toi, c'est ton meilleur film. Ah, oui, c'est celui que je préfère. Là, on va changer complètement de style, parce que, bon, il faut bien sûr en parler de ça. Ah, On oublie. Heureusement, j'ai tout prévu en pareil cas. Sous la main, j'ai du coton plus sparadrap. Oh, jolie poupée. Sur Sur mon mon poupée. Oh, jolie poupée. tu Tu me me fais fais chanter. chanter. Oh, jolie poupée. Sur Sur mon mon poupée. Oh, jolie poupée. Bobo, pas pleurer. Et un peu d'alcool, pas trop t'imbibé. Biberon à 90 degrés, pas ta folle. Alors, d'abord, comme je disais, la musique, c'est quelque chose que j'ai, tout petit, a été viscéral chez moi. En fait, on pense qu'il n'y a que Jolie Poupée parce que c'est le tube. Alors, je voulais te dire que je l'ai souvent passé à la radio, à l'époque des radios libres. Ben oui, parce qu'il était arrivé en plein dedans. Et oui, et puis on passait ça, c'était quand même numéro 1 au hit parade. Numéro 1 hit parade, devant. On se demandait, oui, devant un certain Madonna, Michael Michael Jackson. Et on se demande... qui était 3e. Et tous les autres, Sardou, Johnny Hallyday et tout. Mais on se demandait si c'était sérieux ou pas. Mais non, mais c'est un coup de cœur, c'est un grand coup de cœur. On savait pas comment annoncer le truc. Entre 77 et 83, j'ai dit non à toutes mes propositions et j'en avais tout le temps. Proposition de disques, de chansons. De chansons. Et en 83, il y a Marc-Fabien Bonnard, l'auteur des paroles, me téléphone et me fredonne Jolie Poupée au téléphone. Et après avoir dit non pendant 6 ans, et je lui dis « Ah, ça, pourquoi pas ?» Il était tellement sur le cul qu'il a téléphoné à ma femme dans mon dos pour lui demander si j'étais dans mon état normal. Elle lui a dit « Si tu as dit ça, c'est qu'il le pense. » Et il y a des tas de maisons de disques qui ont dit non et qui n'ont pas voulu le prendre, comme Carrère, par exemple. Et puis finalement... Ils doivent s'en mordre les doigts parce que ça passe encore. Et tout le monde... c'est tout le monde, sauf une radio, Énergie. Le patron d'Énergie n'aimait pas la chanson. Il dit ça ne passera jamais sur mes ondes. Et du fait, tout ce qui est Énergie ne passe jamais Jolie Poupée, même aujourd'hui. C'est-à-dire, pourtant c'est plus le même patron, mais en tout cas c'est un succès. Tout le monde connaît. J'ai même le disque d'or là. Ah bah disque d'or au bout de 3 mois. Hein. Et mais c'est ton seul gros tube parce que c'est pas de loin pas la seule. La seule chanson que tu as enregistrée. Non, j'en ai enregistré une quarantaine. J'ai fait 10-45 tours. T'es un vrai 3 albums. Ah ben oui, un chanteur, mais qui chante juste et en rythme, attention. Regarde, il y a le roi. Ah. Regarde bien au fond. Oui, bien sûr. Bien sûr. Eh ben, je t'ai pas reconnu vraiment. C'est fou parce que là, c'est vraiment Charles III. Hein. Oui. Donc tu fais Charles III dans les tuches, le dernier tuche. Comment il s'appelle? Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve. C'est lui qui réalise. Oui, c'est lui qui réalise en même temps. J'ai un agent qui lui a suggéré et il s'est dit pourquoi? Alors il est venu ici, il est venu chez moi, on a discuté un peu et puis ça a été oui tout de suite. Et en fait, c'est vrai que
Bon, il y a eu un effort, on m'a décollé un peu les oreilles, il y a une petite prothèse, bon, les cheveux, le Ouais, il y a vraiment quelque chose. Bon, mais c'est quand même un guest, hein, c'est un invité, c'est un petit rôle. Et je veux dire que les Tuches, c'est quand même une affaire de des gens qui sont issus de la génération Canal. Parce bien que sûr. c'est KDO, Cadmerade et Olivier Barou. C'est Olivier Barou de KDO qui a créé les Tuches. Oui, il a fait des premiers. Il n'avait plus envie de réaliser, mais. C'était le 5e. Mais c'est le 5e, et ben, c'est pas si mal parce qu'il a fait mieux que le 3 et 4. Parce que tu étais dedans, Bernard. Alors, j'ose pas le dire. Et je le dis pour ça. Je suis là pour ça. Je le dis pour toi. Alors, tu sais que le roi Charles III, que tu interprétais dans Les Tuches 5, est le précurseur de l'agriculture biologie en Angleterre. Il a beaucoup travaillé, œuvré pour ça à l'époque, quand il était encore prince de Galles. Il a instauré des pratiques écologiques dans son duché des Cornouailles. Alors, c'est ma question. Le bûcher, pas le bûcher, le duché pour l'instant. Bon, j'ai entendu le bûcher. Le duché de Cornouailles. À part des Anglais. Le bûcher, il y a dû en avoir. Jeanne d'Arc, viens. Il y a dû en avoir, mais il y a bien longtemps avant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pour rendre à ces vaches la traite plus apaisante, plus tranquille? Tu as 1 minute 30 pour trouver la réponse. Que faisait le roi Charles III pour que ces vaches soient plus tranquille quand on les trayait? Il proposait de faire ça à la main, non? Pour revenir à autant d'autrefois. C'était pas ma réponse, mais peut-être. C'est possible. Mais c'est une attention très mais jolie. peut-être leur passer de la musique. Exactement. Bravo. Moi, j'ai été, par exemple, pendant plusieurs années, directeur de colonies de vacances. Et quand je dirigeais mes colonies de vacances avec des moniteurs et tout, j'organisais le réveil du matin en musique. Je mettais une sono et pendant une demi-heure, je mettais de la musique et les enfants, ils avaient une demi-heure pour rejoindre pour se lever, se préparer. Un petit déjeuner. C'est-à-dire qu'il y en a qui allaient très vite, d'autres qui allaient... Quoi comme musique? Tu mettais quoi? Plutôt pas trop violente, une musique plutôt... Un peu doux. Ouais, un peu douce, oui, parce que c'est un réveil. Sherlock Holmes, je crois. Ah oui, parfaitement. Au risque de vous surprendre, je vais partir du principe que je vous crois. Racontez-moi tout ce qui pourrait m'aider pour faire éclater la vérité. Je ne vous cacherai rien, c'est juré. Je ne vous en demande pas tant. Je parlais à Monsieur Holmes. Ah, pardon. Maria Gibson me détestait, Monsieur Holmes. Des insulteuses épouvantables dont je la croyais incapable. Elle criait sans s'arrêter. Mais finalement, je suis reparti en courant. Finalement, je suis reparti en courant. Vous connaissez pas Grace Dunbar, jolie poupée. Ah, une jolie poupée. Jolie poupée. Oui, petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Mais il y a surtout que c'est une aventure assez bizarroïde parce que au départ, je trouvais que c'était écrit d'une manière très littéraire et on avait beaucoup de mal. D'ailleurs, la première a été une catastrophe. Et je voulais même avec pas Philippe le faire. Chevalier de Chevalier avec Las Philippe Palais. Chevalier, oui, qui est très très bon comédien. Et Philippe Chevalier, avec Philippe Chevalier, je lui dis, moi, s'il n'y a pas de la chanson dedans, moi je n'y vais pas. Et le Jean-Philippe Ancel, qui était l'auteur-metteur en scène, a, dans la nuit, changé d'avis. Il me téléphone le matin, il me dit, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tu as raison, on va mettre de la chanson. Et il a mis des paroles très très bien d'ailleurs sur des musiques d'Offenbach. Je te laisse lire ça peut-être. C'est quoi? Parce que j'ose pas le lire. Moi j'y arrive pas. Vous êtes beau. Ah, c'est un homme ou une femme? Et je ne sais pas, c'est un pseudonyme. Ah, on peut pas facile. Imaginer. Ouais. On peut tout imaginer. Non, mais ceci dit, j'ai beaucoup d'amis homosexuels, donc ça pense pas. Mais personne n'a parlé d'homosexuel. Non, mais j'aime bien qu'on me dise que je suis beau si en plus c'est une femme, quoi. Ça me plaît encore plus. J'avais compris. Voilà. Et donc on chantait sur des airs d'Offenbach. Des paroles très sympathiques qui avaient un lien avec la pièce. Alors, voilà. Pardon, je voulais parler de Philippe Chevalier. Ça va me permettre de parler un peu
de politique, de savoir ce que tu penses de la politique, parce qu'il a été controversé, Philippe Chevalier, parce qu'il a dit ouvertement qu'il votait Rassemblement National, et il y a eu un tollé comme si c'était un facho, quelqu'un. Est-ce que tu évites de parler de politique moi, j'en ai fait. public? J'en ai fait de la politique. Mais je me suis présenté 2 fois aux législatives. Est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose, comme quand tu vois que des gens comme Philippe Chevalier sont maltraités parce qu'ils osent parler de leurs convictions politiques? Pour moi, c'était une maladresse de s'exprimer là-dessus. Il avait pas besoin. Bon, ça servait à rien. Et tout ça sert à rien. Le drame est bien ailleurs. Le drame, c'est Poutine. Parce que c'est Poutine ou Gaza. Parce que là, il y a des guerres, il y a des morts qui ont demandé rien à personne. Et moi, je suis quand même engagé parce que je pense que l'Europe ne se réveille pas assez vite et malheureusement, elle est en train de laisser faire Poutine. Mais Poutine fait comme Hitler. Il avance ses pions en laissant croire que ça va s'arranger. Mais pas du tout. Ça ne s'arrangera jamais avec lui. Et ça fera beaucoup de morts. Et on aura encore besoin de beaucoup de morts pour s'en remettre. Est-ce que tu penses, tu as le sentiment qu'aujourd'hui, on ne prend pas assez au sérieux et très à la légère ce que Poutine est en train de mettre en place? Mais tu sens l'opinion publique très... Mais l'opinion publique croit qu'on va éviter la guerre en tergiversant. Très naïve alors, l'opinion publique. Je trouve, oui. Et quel regard tu as sur Zelensky qui qui fait le même métier, qui a fait le même métier que toi, qui est remarquable. Moi, j'ai adoré la série où il devient président. Je l'ai pas connu, moi. Non, mais t'as pas vu cette série? Non. Il faut la voir, elle est incroyable. Il a arrêté de faire le guignol, de faire l'acteur, de faire comédien, l'artiste. Producteur, il était exactement dans le métier dans lequel on est. Et le couple a complètement pris ses responsabilités. On peut pas le reprocher, mais il fait ce qu'il peut. On va conclure, Bernard. Ah bon? Et là, c'est bien que tu me dises, j'ai pas vu le temps passer. Ah bah oui. Non, j'ai pas vu le temps passer. Vous pensez qu'il y aura quelqu'un pour penser à moi? Le problème de ton film. Attendez, voilà. vous dites ça. Tant de vagues et tant de fumée, je crois. Jeanne. C'est ça. Et, vous allez vous y mettre, vous aussi. C'est un beau scénario qui se passe dans un cimetière. Pour vous, les jeunes sont tous des débiles ou n'y connaissent absolument rien à la vie? Mais attendez, c'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes la réussite personnifiée pour dire ce genre de choses? Non, mais c'est pas ça. Regardez. Regardez, ça, c'est mon potager, là. C'est marrant quand j'ai dit c'est mon potager. Qui poussait bien, mais avec la sécheresse. Tu me l'as dit exprès ou pas? Non, mais c'est toi qui tu m'as dit, est-ce que je pourrais... mes résidents. Oui, c'est un pote âgé. Signer le jeu de mots. Ouais. Vous dites les résidents? Oui, je vais pas dire des morts, hein. C'est péjoratif quand même, non? Je sais pas, moi, pour les aveugles, on dit des non-voyants. Bon, ça va. Pour les handicapés, des non-valides, mais je vais quand même pas dire des non-vivants. Alors, je les appelle mes résidents. Est-ce que tu as peur de l'oubli, toi? D'être oublié, non. Oui, pas du tout. Complètement. Mais j'ai peur de l'oubli de mon vivant. Ah oui, parce que c'est ton métier. Être oublié pendant que je suis vivant, ça m'embêterait un peu. Mais une fois que je suis mort, alors là... Alors, quels sont tes... On va terminer par toi. On te revoit quand? Et au cinéma et sur scène? Il y a ça qui, à mon avis... Parce que tu l'as joué à Avignon l'année dernière, parce que c'est un seul en scène, c'est pas un one-man show, c'est-à-dire que d'après mon livre, et où il y a beaucoup d'anecdotes dont je vous ai cité 2-3, mais il y en a plein d'autres, et des fois des très drôles. Lautner, c'est incroyable la maladresse que j'ai eue avec Lautner, et qui d'ailleurs a fait que je ne tournais plus avec lui. Après. Encore, parce qu'après Truffaut, il y avait Lautner. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Rapidement, il était avec des jeunes. Après avoir tourné Pas de problème, qui était un gros succès, il nous a réunis avec des jeunes. Et le jour de la réunion, la veille au soir, j'avais été voir une pièce de théâtre où il y avait surtout une comédienne âgée, vieille, qui en faisait des tonnes et qui me semblait ridicule à souhait. Je raconte tout ça. Il y a Georges Lautner qui me laisse parler. Et au bout d'un quart d'heure, il me dit ta vieille comédienne, c'est ma mère. Non. René Saint-Cyr. Aïe. Boum. Je crois que c'était la fin de ma carrière chez Georges Lautner. C'est vrai que tu es abonné quand même à ce genre de...
C'est ce qu'on appelle des maladresses. Oui, des actes manqués. Ouais. Ouais. Donc ça, on va le voir, éloge de la maladresse, parce que... C'est en projet. C'était un vrai plaisir de passer ce moment avec toi. Pareil, bravo. Merci. Et puis alors, toi, essaye de t'arranger pour trouver le financement de ce film. Mais je veux faire ce film avec toi et encore une fois, c'est des sous, il faut des sous. Il faut que les producteurs s'intéressent aussi. Donc voilà, je vous salue bien bas. Pareil. Monsieur Ménez. Et Voilà. je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Je vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Ah non, je fais comme ça, comme le roi Charles. Ah oui,